Sortie de bocal est un podcast qui s'adresse à celles et ceux qui veulent entrer debout dans la houle des vivants, selon les mots de la poétesse André Chédid. Rêver en action, accueillir nos fertiles transformations intérieures, nos hivers comme nos étés, oser de nouveaux chemins, grâce à des interviews, des bulles d'inspiration et des outils concrets. Ensemble, incarnons nos utopies avec confiance. Créons le monde à nos couleurs, en toute bonne humeur et paix intérieure. Je suis Emmeline Génaud, coach certifiée à travers la créativité et la roue de médecine. Et je reçois aujourd'hui Blandine Valois, fondatrice de la communauté 6 pieds sur terre, passionnée par les chevaux, l'accompagnement et l'art de la relation. Blandine accompagne depuis 2017 les femmes et les hommes sensibles et engagés qui souhaitent vivre pleinement et contribuer depuis leur propre matière première. Bonjour Blandine, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie d'être là, merci. Alors aujourd'hui avec toi, on va parler de cet archétype ou de ce rôle en tout cas de la sauveuse ou du sauveur, qui va nous permettre de parler aussi de la notion de prendre sa place, qui nous parle tous, et de prendre son pouvoir personnel. Donc je vais te laisser nous parler de ça depuis qui tu es, ton expérience très riche. J'aimerais déjà mentionner le fait que pour moi, le sujet de prendre sa place, c'est vraiment un sujet central dans ma propre expérience d'humain et qui est un peu le fil conducteur qui me conduit depuis que j'ai commencé à me poser la question de quelle place j'avais envie d'occuper dans notre société. En fait, à partir du moment où on m'a posé la question dans la scolarité, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'était cette fameuse question de place qui était déjà là. Et c'était hyper anxiogène pour moi, cette question, quoi. C'était vraiment terrible. Et donc, voilà, c'est un sujet qui a toujours été un peu questionnant, un peu challengeant pour moi. Et c'est ce qui, quelques années plus tard, m'amène moi-même à accompagner des personnes qui sont dans cette recherche de place, de prendre leur place d'une manière qui soit vraiment qui ait du sens pour elles et qui leur correspondent vraiment, tu vois, où elles ont l'impression de pouvoir être vraiment elles. Et du coup, je me suis rendu compte que bah déjà j'étais loin d'être la seule avec à galérer avec ce sujet de la place, parce qu'on pourrait avoir l'impression comme ça au début enfin, en tout cas moi j'ai longtemps eu cette impression que pour les autres ça n'avait pas l'air si compliqué, tu vois, que c'était pas aussi problématique que pour moi, où moi j'avais vraiment cette recherche euh, de faire quelque chose qui me corresponde, de pas m'enfermer dans une case. Je me suis souvent qualifiée de claustrophobe de la case parce que c'était, tu vois, c'était l'angoisse, quoi, de me dire je vais me retrouver dans un métier figé ou voilà. Et puis assez rapidement, dans mon parcours d'accompagnante et de chercheuse de place, je me suis rendu compte que cette histoire de place, elle était, comme tu l'as dit en introduction, vraiment intimement reliée à la question du pouvoir personnel et de notre rapport avec le pouvoir. Et, euh, et ce rapport avec le pouvoir, finalement, il découle des modèles qu'on a reçus, de l'éducation qu'on nous a donnée, des valeurs qui nous ont été transmises et de ce à quoi on a assisté comme interaction dans la société. Euh, et finalement, là-dedans, il y a des tas de choses qui sont transmises inconsciemment, en fait, qui sont pas forcément verbalisées, mais où on nous fait ressentir une certaine manière d'être en lien avec ce pouvoir. Par exemple, on a tous déjà entendu des phrases dans notre enfance ou même à l'école, hein, des phrases comme tu m'énerves, enfin c'est des trucs hyper simples qui vont induire l'idée que au niveau du pouvoir, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir sur ce que ressent l'autre et l'autre a le pouvoir sur ce que moi je ressens. Donc déjà là, on se retrouve dans un schéma qui nous sort de nous, qui fait qu'on n'est plus en lien avec notre propre pouvoir. Et ça démarre très très tôt et très inconsciemment parce que en tant que parent, qui n'a jamais dit à son gamin, tu me fatigues ou enfin je sais pas des phrases qu'on répète en fait, qui nous ont été dites et qu'on retranscrit sans même réfléchir à ce que ça dit finalement de la relation et de là où on place le pouvoir. Dans cette dynamique-là, où on place le pouvoir à l'extérieur,
Donc ça, c'est la première chose qu'on intègre. Le pouvoir n'est pas en moi, il est à l'extérieur. Ça va nous amener justement à jouer des scènes finalement, à jouer des dynamiques relationnelles qui nous placent dans des rôles, dans des archétypes qui sont pas figés. Hein, on n'est pas toujours dans le même rôle, mais en fait, souvent quand une relation se met en place, quand une interaction se met en place, euh, en fait, il y a deux grandes familles, je pourrais dire, d'interactions. Celle où le pouvoir, où chacun est bien au contact de son pouvoir. Et donc, dans ce cas-là, finalement, ça, c'est pas le plus courant, hein. Et dans ce cas-là, bah, il y a des caractéristiques comme chacun prend la responsabilité de ce qu'il ressent. En fait, chacun déjà est au contact de ce qui se passe en lui. Donc, ça veut dire que je prends l'espace et le temps de ressentir ce que je vis dans cette interaction et de m'exprimer, non pas en réaction par rapport à ça, mais en ayant conscience de ce qui se passe pour moi. Et en fait, quelque part, je pourrais rapprocher la notion d'être en lien avec son pouvoir avec la notion de présence. Je suis présent à l'intérieur de moi. J'habite qui je suis. Et donc ça, c'est voilà une modalité que qu'on est nombreux à rechercher et à avancer pour le mettre en place. Et puis, il y a l'autre style d'interaction qui est qui se manifeste très souvent dès qu'on rentre dans le mode automatique, etc., où on n'est pas pleinement au contact de notre pouvoir, de notre présence, et où du coup vont s'inviter ces fameuses dynamiques relationnelles avec le pouvoir à l'extérieur. Le schéma le plus connu de ça, c'est le fameux triangle de Karpman avec le sauveur, la victime, le bourreau. Et on voit bien, en fait, dans ces dynamiques-là, que ces dynamiques existent parce que, en fait, elles reposent sur le fait qu'on a besoin de se nourrir de ce qui va se passer dans la relation et de ce que l'autre va nous renvoyer dans la relation. C'est ça, en fait, qui motive le fait qu'on va se placer dans telle ou telle posture. Si je me place en sauveuse, par exemple, puisque c'est un peu notre sujet aujourd'hui, je vais le faire parce que je vais y trouver un bénéfice qui va venir combler ce que je perçois comme étant des manques ou des failles ou des blessures en fait chez moi et qui sont pas, j'y pense pas consciemment là tout de suite quand j'active le sauveur, mais en tout cas c'est ça qui drive mon changement de posture au moment où j'active le sauveur inconsciemment. Et donc ce que j'amène dans la relation à ce moment-là, c'est plus moi dans mon pouvoir qui interagit avec l'autre à partir du présent, c'est euh, toutes mes croyances, mes blessures qui interagissent pour essayer de se réparer à travers la relation. Enfin, non, en réalité, ce qu'on fait souvent, c'est pas essayer de se réparer, c'est essayer de confirmer notre schéma, confirmer ce qu'on croit, confirmer ce qu'on voit de nous, confirmer ce qu'on croit de la vie, etc. C'est assez solide, hein, finalement. C'est cet ancrage dans nos dynamiques relationnelles parce que on a fini, ça, quelque part, on agit à ce moment-là à partir de ce qu'on s'est construit comme perception du monde, de nous, des autres, de la vie. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez profondément ancré. Et ça demande un vrai effort, en tout cas un vrai entraînement, vraiment de la pratique pour développer cette posture où on n'est pas, on est présent et on est en soi. C'est exactement ce que cherche à faire la communication non violente, c'est justement revenir dans sa responsabilité, prendre toute la responsabilité de ce qu'on ressent. Puis tous ces jeux relationnels, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi des jeux de pouvoir, justement. Si on prend le pouvoir, si on a l'impression qu'on prend le pouvoir sur l'autre, alors ça nous confirme que voilà qu'on vaut quelque chose. Enfin, ça nous permet de peut-être nous donner de la valeur là où notre valeur elle est en nous. Et ça revient sur cette question de la place dont tu parlais tout à l'heure finalement, parce que personne peut occuper Mm. notre place. Enfin, en fait, il y a aussi ça derrière. J'ai l'impression de toutes ces peurs qu'on peut avoir de faire de l'ombre, de prendre la place de quelqu'un, justement de pas avoir de place. C'est très riche ce que tu disais sur la case aussi, sur les cases, sur les rôles qu'on prend bah, dès l'enfance.
et qui conditionne ensuite notre façon d'agir parce qu'on a l'impression qu'on doit agir depuis ce rôle pour être validé. Oui, par rapport à ce que tu disais là, en fait, j'avais aussi envie effectivement de mettre un petit coup de spotlight sur l'autre versant, parce que on a parlé du côté sauveur, mais effectivement dans cette question de la place, de où est ma place, est-ce que je suis légitime et tout ça, il y a finalement le côté qui correspond à la victime dans le triangle de Karpman, mais que j'aime bien aussi le rattacher à l'archétype de la princesse pour nous les femmes en tout cas. Je sais pas si ça fonctionne pour le prince, mais en tout cas, l'archétype de la princesse, on imagine bien hein, la princesse dans son donjon qui subit sa vie, quoi, qui attend le prince charmant, qui attend le sauveur concrètement, et qui du coup n'est pas du tout connecté à son pouvoir, et qui du coup, en fait, finalement, remet dans les mains de l'extérieur le pouvoir de lui donner sa place. Une autre chose que j'ai envie de partager aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir qu'une seule des facettes de la pièce. Soit on est au centre de soi et on est dans son pouvoir, et là, du coup, bah, il y a pas, ces jeux-là sont pas actifs. Soit on met le pouvoir à l'extérieur, et soit, comme tu disais tout à l'heure, on a ce besoin de prendre le pouvoir sur l'autre pour valider qu'on vaut quelque chose, pour se sentir un bon humain, une bonne personne, pour avoir l'impression d'être une bonne mère, une bonne accompagnante, une bonne tout ce qu'on veut. Soit on est dans la dynamique inverse où on est en train donc de remettre le pouvoir à l'extérieur pour se confirmer qu'on n'est pas assez. Je fais beaucoup ça aussi, hein. Pas assez, justement, pas assez compétente, pas assez disponible, pas assez instagrammable, pas assez tout ce qu'on veut. Ces dynamiques-là du triangle de Karpman, la sauveuse, le bourreau et la victime, on les a aussi à une échelle intérieure. Ça se manifeste aussi dans notre rapport à nous-mêmes. Quand justement on se laisse aller dans ces voies qui nous dévalorisent, bon bah voilà, c'est le bourreau qui nous critique et qui nous permet d'alimenter la princesse, en fait, parce que sans bourreau et sans sauveur, il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de victime. Donc la victime, pour pouvoir rester dans son statut de princesse qui croit qu'elle n'a pas les ressources, elle a besoin que en face, il y ait des sauveurs et des bourreaux. Et donc, tout ça, c'est vraiment un ensemble très complexe et à la fois, quand on le comprend, c'est très simple et c'est assez infaillible, en fait. Notre part princesse va chercher à avoir en face d'elle des bourreaux et des sauveurs. Oui. Et quand je dis en face d'elle, ça peut être en face d'elle même à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc ce joyeux trio, c'est quelque chose qui clairement nous limite en fait. C'est pour ça que c'est un sujet, parce que si ça nous limitait pas, bon bah voilà, très bien, on est dans des rôles, ce serait pas vraiment un souci. Ça devient un souci parce que finalement, ça nous coupe de notre fameux pouvoir personnel, et du coup, c'est là où ça devient limitant pour pouvoir occuper pleinement notre place peu importe ce qu'on choisit de faire finalement, cette histoire de case que je vivais quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas tellement. Aujourd'hui, je pourrais accepter de me mettre dans une case parce que je me dis finalement, ce qui me rend libre, c'est le fait d'être justement connecté à ce que je vis, à ce qui se passe à l'intérieur de moi et de pouvoir faire des choix qui reposent sur justement ce que je ressens, ma guidance intérieure, on pourrait dire, sur ce qui m'anime, sur ce que je vis, sur mes besoins. Et finalement, c'est ça qui me rend libre. Donc, je peux choisir librement de me mettre dans une case, finalement, parce que je sais que je peux choisir d'en sortir. Et du coup, c'est pas tellement la case dans laquelle je vais me mettre qui va me permettre de me sentir à ma place, c'est le fait d'être connecté à la vie à l'intérieur de moi, à ce dont j'ai besoin à ce moment-là, à ce qui m'appelle, etc. Et finalement, c'est ça qui nous donne la vraie sensation d'être à notre place. Parce que je sais pas si tu as remarqué, les moments où on se sent à sa place, il y a plus du tout ces questions. On Et se oui, pose pas la question de est-ce que je suis à ma place ou pas, est-ce que je fais bien, est-ce que machin. En fait, ça n'existe plus. Les moments c'est où ça. je suis dans l'instant, où je suis, où finalement je ne mets pas d'entrave entre la vie et moi, on pourrait dire comme ça, de façon poétique aussi. Et ben finalement, il y a plus cette question.
Ouais, ça me parle énormément parce que c'est ce que j'allais dire. La case, elle existe si on la voit. Enfin, je veux dire, en fait, cette notion de case, elle existe que si on la fait exister. Si on fait juste, comme tu dis, ce qui nous appelle instant après instant, il n'y a même pas cette question qui se pose en fait. Juste sur ce que tu disais avant sur le fait que en fait la sauveuse a besoin de victimes ou a besoin de bourreaux en face d'elle pour exister en tant que sauveuse, et ça nous ramène à notre responsabilité. C'est que dès lors qu'on les voit plus non plus, qu'on arrête de voir des bourreaux, qu'on arrête de voir des victimes, du coup la sauveuse disparaît. Dès lors qu'on arrête de voir des bourreaux et des sauveuses, la victime, enfin, du coup en fait c'est vraiment, ça nous revient, ça revient vraiment dans notre responsabilité, et ça on a du mal à le voir comme tu disais parce qu'il y a des bénéfices à se dire bah oui mais j'y arrive pas parce qu'il y a un bourreau, parce que voilà. Et du coup, en fait, ça nous conforte, ça nous donne des excuses ou des prétextes, justement, comme tu disais, pour peut-être éviter de prendre notre place parce que ça nous fait peur de prendre notre pouvoir et de prendre notre puissance. Donc, ouais, merci pour ces éclairages. Et je me demandais du coup si les animaux, parce que toi, donc tout à l'heure on entendait ton chien, si les animaux avec lesquels tu vis t'enseignent quelque chose sur ces sujets. Hmm. Ah, merci pour cette question. Ah oui, énormément. Énormément, énormément, parce que je pense qu'une des différences majeures entre les animaux et nous, c'est qu'ils n'ont pas cette construction. Ils ne tirent pas de bénéfice à être une victime ou un sauveur. Ça ne nourrit rien chez eux, en fait. Parce que tout ça, c'est une histoire de croyance et, euh, et ça se passe dans la partie de notre cerveau qui est capable de créer une forme d'abstraction, de se projeter par rapport à l'autre. Et donc ça, c'est dans le néocortex préfrontal. Et les animaux, ils n'ont pas du tout un néocortex préfrontal aussi développé que le nôtre. Donc, eux, ils sont conscients. Donc moi, du coup, pour situer, j'ai autour de moi des chiens et principalement des chevaux avec lesquels je travaille, avec lesquels j'accompagne. Et effectivement, les chevaux, de par leur gabarit, qui est quand même assez imposant, ils vont provoquer chez nous tout un panel d'émotions, de sensations, de situations, etc., qui nous permet vraiment d'activer des dynamiques relationnelles qui se produisent aussi dans nos vies. Mais là, c'est comme amplifié en fait par le cheval. Le fait qu'il soit grand, potentiellement imprévisible, rapide, fascinant. Il y a énormément de gens qui sont fascinés par les chevaux. Le cheval, c'est pas n'importe quel animal dans notre histoire d'humain. Les chevaux, du coup, n'ont aucun bénéfice à nous positionner en sauveur ou en bourreau ou en victime. Et eux ne retirent aucun bénéfice de se positionner dans ces places-là. Mais par contre, ils vont nous, du coup, grâce à ça, ils vont répondre en fait sans filtre à à ce que nous on aimait, tu vois. Et donc ça va comme mettre la lumière sur le décalage. En fait, les chevaux et les animaux en général sont dans cette modalité relationnelle, la première que j'ai évoquée, où en fait ils sont au contact de leur pouvoir. Ils sont en eux-mêmes, ils sont dans l'instant présent et ils sont connectés à leurs besoins. Ils ressentent leur corps, ils ressentent leurs émotions, ils savent ça j'aime pas, et c'est pas un jugement envers l'autre. Justement, il n'y a pas cette prise de pouvoir envers l'autre. Et d'ailleurs, les chevaux, en tant que grands herbivores, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec eux. En tant que grands herbivores, ils incarnent une façon de fonctionner au niveau de leur modèle de société. Ils fonctionnent en groupe, en communauté, qui est basée sur le fait que chaque individu du groupe, grâce à son propre pouvoir, protège et soutient les autres. Tu vois, il y a vraiment pas cette dynamique prédatrice chez les chevaux. Et donc, il n'y a pas cette lutte de pouvoir. Parce que, en tant qu'herbivores, ils n'ont pas, ils ont un accès aux ressources de nourriture qui n'est pas limité. En fait, c'est ça, hein, la grande différence entre les carnivores et les herbivores, c'est que les herbivores, ils ont un accès aux ressources de nourriture qui est limité, qui peut en tout cas être limité par rapport au nombre d'animaux qu'ils peuvent chasser. Et donc, il y a la dynamique de chasser, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et qui impactent leur, euh, leur psychologie, on va dire. Et les herbivores, eux, n'ont pas ce programme de la chasse, ils n'ont pas cette pression de chasser pour trouver leur nourriture. Donc, ça a pour conséquence une autre manière de fonctionner entre eux. Et nous, en tant qu'humains, on est à la fois les deux, en fait. On est à la fois carnivore et herbivore.
Du coup, on a vraiment les deux dans notre cerveau archaïque. On a vraiment les deux programmes qui existent. Donc, dans notre société, on a quand même plutôt été éduqué sur un modèle carnivore, où l'autre peut être justement, comme on met le pouvoir à l'extérieur, on est facilement dans l'envie d'attraper en fait le pouvoir de l'autre ou de donner le sien. Enfin, dans ces rapports de quelque part de prédation, même si c'est toutes les nuances, 50 nuances de prédation, tu vois. Mais on a aussi vraiment en nous les capacités et les aptitudes, les programmes de l'herbivore, qui a vraiment, lui, besoin d'une façon de fonctionner qui soutient l'individu et le groupe. Et ça, c'est ce que du coup j'aime énormément dans le travail avec les chevaux, c'est qu'on vient développer ces capacités-là, ces aptitudes-là. Et ça, c'est d'abord une question d'état d'esprit, tu vois. Justement, une question d'état d'esprit où je suis au contact de mon propre pouvoir, je ne place pas l'autre comme un objet euh, qui va venir me renseigner sur ce que je vaux, tu vois, justement, qui va venir confirmer ce que je crois à propos de moi, ou au contraire, essayer de me prouver que je sais pas quoi. Le cheval, il rentre pas du tout dans ces jeux-là. Et du coup, si je rentre en interaction avec un cheval et que le cheval, à ce moment-là, il a juste envie de brouter et que du coup, il me regarde même pas quand j'arrive, admettons. Nous, souvent, dans notre interprétation d'humain, ça peut déclencher tout un tas de croyances du style je suis pas intéressante, je suis invisible, il s'en fout de moi, de toute façon on m'aime pas, je sais bien que j'intéresse personne, blablabla. Alors qu'en fait, la réalité de la vie d'un cheval, c'est que euh, comme lui, c'est quand même une proie potentielle, hein, il a aussi ce côté-là. Un cheval qui continue à brouter tranquillement quand on s'approche de lui, en fait, ce qu'il dégage, c'est je suis complètement OK avec ta présence, c'est cool, tout va bien. Alors, OK, il n'est pas en train de courir vers nous et d'être curieux et de savoir ce qu'on va lui proposer, mais il y a des chevaux qui peuvent faire ça aussi. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va, même dans le cas, imaginons, où le cheval vient justement vers la personne avec curiosité, ça peut déclencher d'autres choses, hein. Ça peut déclencher, ben voilà, on marche tout le temps dessus, ou on vient profiter de moi, ou au contraire, venir renforcer. Enfin, il y a tous les panels de croyances qui existent. Et ce qui est vraiment très riche, c'est que ça, comme le cheval n'a pas la parole, déjà, il ne peut pas projeter d'interprétation avec des mots sur nous. Nous dire, oh, je vois que t'es comme si, mais de toute façon, c'est parce que t'es comme ça. Donc, déjà, ça n'existe pas. Et il va juste agir en réponse à ce qui se passe autour de lui et donc à ce que nous, on dégage, en fait. Et du coup, à partir du moment où je change quelque chose dans ma posture à l'intérieur de moi, admettons que là, j'étais dans la sauveuse avec un cheval, ça pourrait donner oh mais mon pauvre petit, t'es séparé de tes copains, et puis imaginons que le cheval soit un peu vieux, on va se dire ah là là. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent nous déclencher dans cette posture de sauveur avec le cheval, ou du coup, on va se, on va se placer dans une posture où on considère que en fait c'est à nous de prendre soin de lui, à nous de réparer des choses de son passé ou je ne sais quoi. Et il se peut que du coup le cheval ne soit complètement indifférent à ça, hein, vraiment. Et ça, je l'ai vu plein de fois. À la seconde où la personne, ou moi-même, hein, je veux dire, je l'ai vu et vécu plein de fois, à la seconde où on revient dans le présent, dans notre corps, dans notre pouvoir, dans où on habite, qui on est tout simplement, sans chercher à prendre un rôle par rapport à l'autre, alors là, il y a quelque chose qui change complètement dans la dynamique avec le cheval. C'est immédiat. Le- Soit tout à coup il va nous regarder différemment ou s'approcher, ou en tout cas c'est ça qui est vraiment magique aussi avec les chevaux, avec les animaux, c'est que comme ils sont connectés à l'instant et qu'ils n'ont aucun intérêt eux à nourrir une certaine image de nous, ils s'en fichent que on ait tel vécu, qu'on ait tel tant de sous sur notre compte en banque, tel métier, tel truc, tu vois, ils s'en fichent, eux ils sont dans l'instinct et du coup ils vont répondre immédiatement à ces changements de posture intérieure. Et ça, du coup, c'est pour moi l'atout majeur d'évoluer avec des animaux, avec cette démarche consciente.
c'est il nous offre vraiment un feedback immédiat de, euh, de nous, de ce qu'on dégage. Ouais, ça permet peut-être d'expérimenter vraiment de manière très expérientielle, enfin avec ce que tu dis, ce feedback immédiat, l'accord Toltec de ne pas faire de suppositions, qui est tellement précieux, je trouve, dans les interactions avec les humains aussi. Et ouais, du coup, je vois plein de parallèles avec la manière dont on peut interagir avec des petits enfants. Et on voit bien comme parfois un enfant, voilà, va pas forcément aller dire bonjour à un adulte. Et aussitôt, on voit plein d'adultes qui se mettent à faire tout un tas de suppositions et qui souvent le disent, dire, ben tu m'aimes pas, mais pourquoi tu peux pas me dire bonjour? J'ai du poil au menton. En vrai, alors que l'enfant, il est dans son truc, il est dans sa vie, il a, enfin, voilà, mille raisons de faire ce qu'il fait, ouais. Et je trouve que comme malgré tout, même avec les humains, on sent bien à quel point changer sa posture intérieure, ça peut immédiatement changer quelque chose dans la relation. Enfin, moi, je trouve que souvent, quand même, on le sent. Mais par contre, il faut vraiment le vivre intérieurement, c'est pas dans la tête, c'est vraiment je change quelque chose en moi complètement. Et là, aussitôt, il y a quelque chose qui se détend dans la relation. Souvent, même de manière tangible, ça se vit et ça se voit, quoi. Et c'est vrai que les animaux sont vraiment un modèle pour ça, de connexion à son corps, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à ce dont on a besoin à cet instant précis. Peut-être un besoin de jeu, un besoin de calme, un besoin de connexion ou pas. Enfin, ouais. Et tu vois, un enseignement qui est très précieux que je retiens de ce que j'apprends avec les chevaux, du fait de vivre avec eux au quotidien, même dans des moments informels, tu vois. Moi, au quotidien, je m'occupe de 6 chevaux qui vivent en troupeau, qui ont leur un mode de vie quand même assez proche de la nature. Et vraiment, un enseignement que je trouve très précieux à intégrer pour nous, c'est que, effectivement, mon besoin, ça peut être à moi un besoin de jeu, alors que l'autre à côté, lui, va avoir un besoin de calme. Ou pareil avec les émotions, tu vois, par exemple, je peux me sentir joyeuse et que la personne à côté de moi se sente triste. Et en fait, ça ne veut pas dire que je dois être triste parce que l'autre est triste, ou que je dois être joyeux ou motivé, enthousiaste parce que l'autre l'est. Et les animaux, ils nous montrent vraiment très bien ça, cette autorisation à rester connecté à ce que moi je vis. Et ça veut pas dire que je me coupe de l'autre non plus et que je fais pas preuve d'empathie. Mais la vraie empathie, finalement, c'est de pouvoir être capable de dire, je vois ta tristesse, je vois que pour toi, c'est vraiment pas facile. Et à la fois, moi, je vis une super journée, tu vois. Et, et ça, c'est un vrai challenge parce que nous, on a tellement de constructions par rapport à ça, sur la politesse, sur ce qui est correct, sur tout un tas de trucs que, comme tu dis, les petits-enfants, eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas du tout encore ces couches-là. Ils sont vraiment beaucoup plus proches de l'état des animaux, dans l'instant, avec leurs besoins. Et, euh, et oui, oui, ça, c'est clair que je pense que les enfants sont aussi un espace d'apprentissage pour nous où il y a un changement immédiat par rapport à notre posture, en tout cas dans la réponse qu'ils nous donnent. Ouais. Et je voulais reparler de la sauveuse du coup parce que en quoi ça impacte, comme c'est un peu notre sujet, en quoi ça impacte ces relations dans notre vie d'humain, parce que je donnais l'exemple avec le cheval, mais en fait, le plus gros impact, si je devais le synthétiser, qui pose problème selon moi quand on se place dans l'archétype du sauveur ou de la sauveuse, c'est que finalement, on ne permet pas à l'autre. En fait, il y a deux impacts nocifs. C'est que pour l'autre, on ne lui permet pas de connecter ses ressources. Donc, je pensais notamment dans le cadre où c'est notre enfant. Euh, Quand on est constamment dans le sauveur, dans la croyance que c'est nous, le parent, qui avons la responsabilité de trouver les solutions pour notre enfant, et parce qui est l'impact délétère pour l'enfant, c'est que du coup, on l'ancre dans la posture de la princesse, avec cette croyance que il n'a pas la capacité ou il n'a pas le droit, ça peut aussi être ça, hein, de s'appuyer sur ses ressources pour créer ses solutions. Et moi, mon cadre de transmission, de travail, c'est mon public, c'est les accompagnants. Et dans une relation d'accompagnement, le fait d'être dans cette posture de sauveur, c'est vraiment contre-productif pour la qualité de l'accompagnement, parce que ça veut dire
quand je crois que c'est à moi, accompagnante, de trouver les solutions de mes clients, de résoudre leurs problèmes, de les faire arriver à tel résultat, etc., ça veut dire que finalement, je ne crois pas en leur capacité de croissance, de guérison, entre guillemets, d'évolution. Quelque part, inconsciemment, je leur renvoie le message qu'ils ne sont pas capables de trouver leur solution. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on veut en tant qu'accompagnant. Et je vais détendre tout le monde. On le fait tous à un moment ou à un autre parce que ça peut s'immiscer vraiment dans des petites choses parfois très subtiles. Et donc, euh, l'idée n'est pas de condamner les personnes qui le font ou qui l'ont fait, mais plutôt d'inviter à prêter attention à ça et à pouvoir de plus en plus facilement rectifier le tir quand on voit qu'on bascule sur le mode sauveur avec nos enfants ou nos clients en accompagnement, euh, en se rappelant que finalement ça allège aussi énormément la relation. Parce que quand je me mets cette pression d'être la personne qui doit avoir les solutions, là, c'est le burn-out, c'est la ligne droite, le tapis rouge vers le burn-out. C'est une pression énorme, c'est un stress incroyable et c'est pas juste en fait. C'est une responsabilité faussée. C'est pas juste au sens de justesse, justice aussi d'ailleurs, mais même au niveau de la justesse. Euh, je n'ai pas à endosser cette responsabilité. Je n'ai pas à porter le poids de trouver les solutions pour l'autre. Ça vient de ce rapport au pouvoir qui a été désaxé dans ce qu'on a reçu dans l'enfance. Mais dans l'idée de devenir des adultes dans notre pouvoir, centrés, etc., cette idée effectivement que je fais confiance aux ressources à la capacité de l'autre à aller connecter ses ressources, ça change énormément la donne. Et ça amène, je le vois même avec les animaux, même avec les chevaux, quand ça m'est déjà arrivé de faire de la rééducation de chevaux, le fait de garder cette posture intérieure où, même si là, le cheval, je le vois dans une situation où il est à un niveau de stress extrêmement intense ou d'émotion extrêmement intense, le fait, au fond de moi, de garder cette conscience qu'il a la capacité, il a toutes les capacités en lui pour pouvoir faire changer ça, et que moi, je suis juste là pour accompagner, eh bien, ça permet un niveau de confiance qui n'a rien à voir. Une vraie confiance. Parce que cette attitude-là, elle développe la confiance en soi. Le cheval ou l'enfant ou la personne que j'accompagne sent que j'ai confiance dans ses ressources. Et, et que j'ai confiance dans le fait que je peux rester à côté de sa difficulté, de sa douleur, en restant en moi. Mais sans empiéter dans son espace, juste en restant en moi. Et ça, du coup, ça crée une confiance en soi et entre les deux, qui est, pour moi, ça, tu vois, c'est l'ingrédient le plus précieux, que j'ai vraiment envie de d'essaimer dans le monde pour changer de monde, voilà, si on le dit de façon simple, pour changer en tout cas la manière de fonctionner de l'humanité et que on puisse euh, être plus libre, fonctionner plus intelligemment. Je pense que ça, précisément, déjà, c'est un ingrédient énorme. Ouais, je te rejoins à 100%. Ça me faisait penser déjà au fait de, dans toute relation, même tout conflit, que chacun prenne 100% de la responsabilité de cette interaction. On se dit, bah non, ça fait 200%. Bah oui, ça fait 200% de pouvoir. Donc c'est 200% de potentiel de résolution, de solutions, etc., qui sont là, en fait, si chacun prend 100%. Alors que si on prend 50-50 ou l'un prend 20, l'autre 80, on est sur un truc qui est un peu mou, quoi. Enfin, et par rapport aux enfants, ouais, je te rejoins 100%. Mes semis de l'éducation, c'était vraiment dans cette posture de se dire, bah, comment on accompagne les enfants. C'est pas des vases vides qu'on va remplir, c'est pas des petits êtres. Bien sûr, il y a plein de choses qu'ils savent pas encore. Leur cerveau est immature, ils ont besoin d'aide pour tout un tas de choses. Ok. Mais moi, je me souviens que une pédiatre disait, mais quand tu regardes un bébé, on a l'impression que le petit bébé, il est oh, sans défense. Oui, il est tout. On a l'impression que voilà, il sait rien faire. Enfin, vraiment, il faut le nourrir, il faut tout. Mais d'accord, en fait, un petit enfant est super puissant. Déjà, il a le pouvoir de faire que
tous les adultes dans la pièce vont s'occuper de lui parce il va les attirer par son regard, par ses mimiques, par ses hurlements aussi, mais rien que par le regard. Et un petit enfant qui commence à marcher, c'est d'une puissance incroyable. Une fois qu'on se met à regarder les enfants comme ça, on voit bien qu'ils ont besoin de notre accompagnement, de notre soutien pour plein de choses. Mais effectivement, ça enlève un poids énorme en tant qu'adulte. Enfin, moi, et du coup, j'aime vraiment beaucoup voir ça comme ça. Et puis parce qu'aussi, c'est hyper nourrissant parce que du coup, on voit à quel point ça va dans les deux sens. Il nous enseigne aussi beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je le vis vraiment comme ça et je trouve ça très beau. Et puis ça permet aussi de sortir de ce qu'on dit, c'est les conseils non sollicités, quoi. Vraiment d'attendre que la personne vienne nous demander de l'aide. Ouais, elle est aussi puissante que nous. Et du coup, c'est beau parce qu'elle peut autant nous apporter que nous, on lui apporte. Et moi, je me dis toujours ça. Je me dis chaque fois que j'apporte quelque chose à quelqu'un, potentiellement, je vais recevoir la même chose. C'est pas parce que je veux recevoir des choses, mais parce que c'est beau de se dire que la personne, elle a la capacité et elle a ouais, le pouvoir de me donner autant que moi, je vais lui donner. Enfin, du coup, tout le monde est gagnant. Et ouais. Oui, en fait, c'est ça, c'est se rappeler que on est tous des êtres complets. En Oui, fait, peu importe notre âge, peu importe notre espèce, on est tous des êtres complets. Et en fait, comme tu dis, la vie est tellement plus riche comme ça. Et l'image qui me parle énormément par rapport à ce que tu disais, c'est l'image du gland avec le chêne. Enfin, je veux dire, dans un tout petit truc qui paye pas de mine au départ, tu as le exactement. potentiel d'un arbre incroyable. Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, il y a une question qui me revenait, c'est par rapport, tu parlais beaucoup des conditionnements tout à l'heure, du fait que bah, c'est du fait de nos conditionnements qu'on s'imagine devoir trouver une place, rentrer dans des cases, et est-ce que je serai capable de prendre ma place, est-ce que voilà, est-ce que je vais me sentir enfermée, etc. Est-ce que je vais être capable de prendre la place que je voudrais? Malgré tout, je me dis, on est quand même des animaux, au fond, nous humains, à l'instinct grégaire. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on a survécu. Et ça rejoint ce que tu disais sur l'empathie, d'être capable de pouvoir aller sur la colline de l'autre et pouvoir accueillir l'émotion de l'autre sans forcément la ressentir nous-mêmes, mais voilà, se mettre en lien en fait avec ce qu'il vit et du coup pouvoir adapter quand même notre comportement à ce que vit l'autre, parce que comme tu disais, si l'autre est triste, on va peut-être pas lui proposer de sauter partout, enfin ça va pas lui convenir, il aura pas ce besoin-là, bon, bref. Est-ce que c'est pas nos origines grégaires qui font qu'on va se poser plein de questions et qu'il y a toutes sortes de fonctionnements en fait qui se sont mis en place au cours du temps, tu vois, et comment est-ce qu'on peut mettre de l'air là-dessus, mettre de l'espace là-dessus pour en être plus libre, pour avoir plus de souplesse, pour jouer avec tout ça. J'adore ta question. Et ma réponse, ce serait regarder les chevaux. Les chevaux, tu peux pas plus grégaire. Ils vivent grâce au groupe. C'est vraiment, euh, le cheval vraiment porte cet instinct. Donc quelque part, on pourrait dire cette croyance que sa survie dépend du groupe. Donc lui aussi, il a ce truc-là, tu vois. Et pour autant, il n'a pas cette capacité de projeter sur l'autre. Ah mais si j'étais à sa place, quand même, j'aimerais bien que si ou que ça. Ça reste quand même vraiment un truc que notre cerveau est capable de produire et ça s'appelle la projection hein, dans les dynamiques psychologiques. Euh, et donc la projection, c'est à la fois utile et une catastrophe. En, en fait, on ne peut pas s'empêcher de projeter. Pour la simple et bonne raison que nous sommes le centre de notre monde. Et c'est pas un gros mot. Je vis ma vie à partir de moi, à partir de mon histoire, à partir de ce que j'ai vécu, à partir de ce que je connais. Donc ça, c'est juste la réalité. Je suis le centre de mon monde. En tout cas, ma vie est le centre de mon monde. Donc mes perceptions, etc. Et du coup, quand je regarde l'autre, que ce soit un enfant, un chien, qui tu veux, quoi, je le regarde à travers le filtre de mon monde. Donc forcément, je projette sur lui que oh là là, si s'il marche comme ça, un peu au ralenti en regardant par terre, c'est que il va vraiment pas bien aujourd'hui. Donc du coup, je devrais faire ci ou faire ça. Voilà, ça c'est on peut pas s'empêcher de le faire, c'est juste humain. Et ça peut avoir un bénéfice dans le sens où quelque part, c'est ce qui peut nous permettre d'être en lien avec l'autre. En tout cas, ça nous connecte avec cette envie de prendre soin d'une certaine manière, d'inclure l'autre dans notre façon de fonctionner.
Là où par contre, c'est vraiment important d'avoir du recul par rapport à ça, c'est que si je me souviens que la manière dont je regarde l'autre, c'est avec les lunettes de mon propre monde, alors je suis capable de me rappeler que c'est pas que c'est une interprétation, comme tu disais tout à l'heure, et que c'est pas forcément ce que lui vit. Et donc, j'ai l'info de ma projection dans la tête, mais je peux garder une ouverture et du coup, dans ce cas-là, je peux aller poser une question à l'autre et lui dire, ça va aujourd'hui? Tu te sens, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que, voilà. Et donc là, on reste finalement, on fait la jonction entre le fonctionnement humain qui fait qu'on peut pas s'empêcher de projeter et le fonctionnement plus ancré, animal, entre guillemets, en tout cas incarné, où on est quand même dans le présent et où on peut du coup ouvrir une porte. De moi, j'ai l'impression qu'il se passe ça. Qu'est-ce qu'il en est en fait pour toi? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut construire à partir de ça? Bah oui, c'est certain, poser des questions, ça aide énormément. C'est clair, ouais, ouais. Il y a le fait, je pense, dans ce que tu disais qui est important, que malgré tout, on a envie de contribuer et de prendre soin, parce que sinon, on va se dire, bah voilà, laissons chacun s'ébrouiller. Non, c'est pas ça, mais on a envie de prendre soin depuis un espace où on voit l'autre comme aussi puissant que nous et aussi capable que nous. Et ouais, et du coup, eh ben, on prend le temps de se connecter à soi, de se connecter à l'autre, de poser des questions pour comprendre avant d'aller sauver, d'aller mettre notre petite cape de super-héros et de sauter sur l'autre et de ne pas lui laisser son propre espace pour trouver ses solutions ou demander de l'aide s'il a besoin d'aide. Ouais. Ouais, bah, ça fait des belles pistes, ça donne vraiment envie d'aller vivre avec des chevaux aussi. Bon, pour moi, c'est pas nouveau, mais ouais, c'est chouette. Bah, merci beaucoup, Blandine, pour tous ces éclairages vraiment super précieux. C'est chouette. Et donc, toi, tu proposes là tu prépares une formation justement pour les accompagnants autour de ces thèmes-là. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment à cœur pour moi aujourd'hui le message, tu vois, que j'ai envie de diffuser, c'est cette chose au niveau du pouvoir et particulièrement dans l'accompagnement parce que moi, c'est un domaine qui me passionne. Et comme les chevaux, en fait, mes deux grandes passions dans la vie, c'est l'accompagnement et les chevaux. Et d'une manière générale, l'art de la relation. Tu vois, que ce soit la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à la vie. Et du coup, ben, on est exactement dans cette histoire de place, de pouvoir, voilà, hein, ça englobe tout ça. Et donc, le programme que je propose et qui va démarrer en janvier, ça s'adresse effectivement aux accompagnants qui ont envie justement de pouvoir prendre leur place vraiment, c'est-à-dire de pas se sentir limité par un rôle, par des croyances, une vision qu'ils ont d'eux ou du milieu de l'accompagnement ou de leur activité dans lequel ils se sentent un peu à l'étroit, hein, cette histoire de case qu'on a dit au début, et qui ont vraiment à cœur de pouvoir proposer un accompagnement sans prise de pouvoir sur l'autre, notamment dans des contextes de groupe. Ce programme-là, il s'adresse vraiment à des personnes qui ont envie de d'avoir plus d'impact dans leur transmission, dans leur accompagnement, et de pouvoir intégrer la dimension de groupe dans ce qu'ils proposent, et du coup justement de pouvoir jongler avec toutes ces notions de pouvoir personnel, d'interaction de groupe, de dynamique relationnelle, en ayant une posture d'accompagnant qui est vraiment au service de l'empuissancement, de l'empouvoirment de chacun. Voilà. Et donc évidemment, bah, les chevaux interviennent dans ce programme. Un grand merci Blandine et puis ben, à très vite peut-être pour d'autres aventures sur les chevaux, on verra. Merci Emeline, merci beaucoup.